Le journal, Antoine Mercier, bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les dirigeants des pays de l'Union européenne trouvent un compromis sur les migrations. Ils proposent une nouvelle approche avec la création de plateformes de débarquement de migrants en dehors de l'Union, notamment pour dissuader les traversées de la Méditerranée. Accord salué ce matin par l'Italie qui avait menacé de faire capoter le sommet. Précision, commentaire de Marie-Pierre Véraud dans un instant. Peu de résultats par ailleurs sur les autres thèmes, en particulier sur la question toujours épineuse du Brexit. On sera en ligne avec Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Une note diplomatique de l'ambassadeur de France à Budapest, révélée ce matin dans Mediapart. L'ambassadeur Éric Fournier affirme que la Hongrie constitue un modèle ayant su anticiper les problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux. Correspondance avec Florence Labruyère. La SNCF annonce que 80 à 100% des TGV seront assurés lors du premier grand départ en vacances 6 et 7 juillet, jour où un appel à la grève a été lancé par la CGT et Sudrail. La dette publique de la France, malgré les politiques d'économie, est encore en nette hausse par rapport à 2017. Elle s'est établie à 97,6% du PIB, chiffre de l'INSEE sur lesquels reviendra Catherine Pétillon. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes appelle à une prise de conscience sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Rapport remis aujourd'hui à la secrétaire d'État Marlène Schiappa, dont nous parlera Tara Schlegel. Et puis coup de tonnerre, donc dans le ciel du PAF, Antoine Mercier quitte la rédaction de France Culture, il retournerait dans le civil. Et dans un instant, donc, son dernier journal en exclusivité, dans la dernière partie de la grande table. Et sa dernière grande table en exclusivité, il passera pour l'occasion de questionneur en répondeur. Antoine Mercier, accompagné de Anne-Lorraine Bujon de la revue Esprit, de Christophe Caron de Slate et de Jean Birnbaum, notre confrère du Monde des Livres. Ensemble, nous tenterons de répondre à cette vaste question. Où sont les nouveaux clivages dans le débat d'idées aujourd'hui? Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont donc bouclé un accord, c'était au petit matin, sur les migrants, accord salué par l'Italie qui avait menacé de faire capoter ce sommet si on ne lui manifestait pas davantage de solidarité face aux arrivées de migrants. L'Italie n'est plus seule, se réjouissait tout à l'heure le chef du gouvernement italien. Elle a obtenu 70% de ce qu'elle cherchait, affirme de son côté à Rome le leader de la Ligue et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Compromis donc conclu après 9 heures de discussion qui propose une nouvelle approche dont on parlera tout à l'heure. Il faut préciser qu'Emmanuel Macron affirme avoir refusé ce matin l'ouverture d'un centre d'accueil des migrants en France au nom, dit-il, des principes et des règles. On va d'abord à Bruxelles retrouver Quentin Dickinson parce que le sommet se poursuit, est un peu en retard parce qu'il y a eu la nuit de veille évidemment pour les 28. Bonjour Quentin. Bonjour, bonjour à tous. Il y a plusieurs sujets évidemment qui sont abordés aujourd'hui dans cette matinée. La réforme de la zone euro et puis cette question toujours très délicate du Brexit. Et là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas du tout d'avancée. Au contraire, on a presque l'impression de reculer sur ce dossier. Il y a 2 mois, disait ce matin un négociateur européen, on ne savait pas où allait la négociation. Aujourd'hui, on ne sait plus où est la négociation. Et c'est vrai, les pourparlers entre Bruxelles et Londres sont quasi au point mort, sauf sur des points de détail, alors que la négociation bien active, celle-là, c'est celle de dirigeants du Parti conservateur britannique avec d'autres dirigeants du Parti conservateur britannique. Tous les matins, dit-on ici, commence une nouvelle bataille pour la survie de Theresa May, au prix de positions funambulesques entre les factions rivales de son propre gouvernement. À ses débuts au 10 Downing Street, Madame May, en une peu modeste référence à Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, avait baptisé son conseil de ministres restreint dédié au Brexit la War Cabinet, le conseil de guerre. Aujourd'hui, les Européens l'ont rebaptisé la Warring Cabinet, le conseil en guerre interne. Tout paraît maintenant se cristalliser autour de la frontière entre les 2 Irlandes, un casse-tête insoluble, sauf à ce que les Britanniques renoncent à l'une de leurs lignes rouges, ce qui serait un suicide politique pour qui en prendrait la responsabilité. Mais tant qu'il n'y a pas accord sur tout, on le sait, il n'y a accord sur rien. Les 27 chefs d'État et de gouvernement sont donc résignés ce matin à écouter Michel Barnier et Jean-Claude Juncker leur dire qu'il faut mettre les bouchées doubles si l'on ne veut pas aboutir au Brexit le 29 mars 2019 sans le moindre accord, une hypothèse qui maintenant fait partie des projections officiellement envisagées et chiffrées ici. Quentin Dickinson, donc pour les dernières nouvelles de Bruxelles. On revient sur cet accord de la nuit au sujet des migrants. Relevé de conclusions, formulation un peu complexe de nature à satisfaire des opinions divergentes. Les 28 s'accordent toutefois donc sur la création de centres communs
où seront étudiées les demandes d'asile. Ils s'engagent aussi à restreindre les mouvements secondaires de demandes d'asile entre les États membres et ils indiquent aussi clairement, c'est sans doute ce qui a déclenché l'accord, notamment pour les pays réticents à cet accueil, ils indiquent clairement que la quasi-totalité des engagements se prendront sur la base du volontariat. Marie-Pierre Béraud, bonjour. Bonjour Antoine. Donc quel est l'esprit d'abord général de l'accord qui a été trouvé ? Si tant est que l'esprit est soufflé à Bruxelles, l'accord acte la fermeture de l'Union européenne, la verrouille à l'extérieur et entrave aussi la circulation des demandeurs d'asile entre ses États membres. Il s'agit d'abord de prévenir toute nouvelle arrivée sur le continent, d'endiguer davantage, je cite là le relevé de conclusion, les migrations illégales sur toutes les routes existantes et émergentes. Plusieurs moyens, ces plateformes régionales de débarquement hors Europe, sur lesquelles les 28 vont réfléchir, l'aide accrue à l'Afrique et à la Turquie pour qu'elles reprennent ou retiennent les exilés ou candidats à l'exil sur leur sol, la coopération renforcée avec les gardes-côtes libyens pour qu'ils ramènent en Libye les migrants arrêtés dans leurs eaux, des moyens accrus pour Frontex, le corps de garde-frontières européen. Pour les demandeurs d'asile qui parviendraient toutefois jusqu'à nos rivages, il est prévu d'instaurer une stricte surveillance dans des centres dits contrôlés sur le sol européen. Enfin, pour maintenir sur place les candidats à l'asile déjà présents, afin qu'ils ne circulent plus d'un État à l'autre tant que leur dossier n'a pas été traité. Il s'agit, je cite, de prendre toutes les mesures législatives et administratives internes contre ces mouvements dits secondaires. Accord donc parce que dans le fond, les 28 étaient déjà sur la même ligne. Éviter de nouvelles arrivées, bloquer tout mouvement, la mobilité, le départ, Antoine, pour commencer une nouvelle vie, appartiennent pourtant à l'histoire de l'humanité. Absolument. Et d'ailleurs, ces mesures vont maintenant devoir être mises en pratique. Et c'est là où les problèmes commencent peut-être. Et oui, c'est quand on entre dans le réel que cela peut se compliquer. D'abord, la solidarité est volontaire, vous le disiez, c'est-à-dire seuls les pays européens qui l'accepteront, accueilleront ces centres pour demandeurs d'asile gérés et financés par l'Europe et visant à soulager notamment l'Italie. Aucun ne s'est porté candidat. La France, elle, a déjà refusé. Et puis, il faudra des moyens pour effectuer le tri entre bons et mauvais migrants, tri qui est, lui, acté. Pour les plateformes hors Union, c'est pareil. Le Maroc et la Tunisie, par exemple, ont déjà fait part de leur désaccord. En outre, un fort doute pèse sur leur légalité, mais le droit et les principes ont déjà été tellement écornés. Volontaire aussi la répartition des réfugiés. Les pays les plus durs n'auront pas à accueillir. Reste le débarquement en Libye qui s'effectue déjà dans l'enfer libyen. Il est écrit, c'est le point 3, l'obligation de ne pas faire obstacle au travail des gardes-côtes libyens. Marie-Pierre Béraud, merci. Le ministre italien de l'Intérieur, donc Matteo Salvini, a salué l'accord trouvé ce matin. Il dit même que l'Italie obtient 70% de ce qu'elle cherchait. Et c'est lui qui avait relancé cette crise européenne sur l'accueil des migrants en refusant, on s'en souvient, il y a une quinzaine de jours, l'accès au port italien à l'Aquarius. Ludovic Piétenu, bonjour. Bonjour Antoine. Alors est-ce qu'on peut dire que finalement la méthode Salvini a porté ses fruits, de son point de vue en tout cas ? Les eurosceptiques détestent tellement l'Europe qu'ils ont souvent mieux compris que d'autres son fonctionnement. Matteo Salvini a bien saisi qu'il fallait utiliser les ressorts dramatiques assez classiques. Il est habile en laissant présager, on l'a entendu, un conseil de la dernière chance. Et l'expression n'est pas nouvelle quand on parle d'Europe. Il a mis en tout cas clairement un certain nombre de dirigeants européens, à commencer par le président français et la chancelière allemande, au pied du mur. L'accord peut donner l'impression que les populistes l'ont emporté. L'Italie, la Hongrie, l'Autriche ou la CSU bavaroise allemande, la Tchéquie ou encore la Slovaquie, c'est à la fois vrai et faux, puisqu'avec un tel accord, je parle ici simplement de la question migratoire, un accord plutôt vague, basé, on l'a entendu aussi, sur le volontariat, tout le monde en sort gagnant, chacun vis-à-vis de son opinion publique, faisant valoir le joli qualificatif de solidarité, même si en vérité elle existe peu, parce que la France fait avec l'Italie ce que les Britanniques nous demandent de faire à Calais. Face à des populistes, il est facile pour le français Macron ou l'espagnol Sanchez, la nouvelle idole de gauche en Europe, d'apparaître comme des grands démocrates. Mais tous suivent plutôt la même pente, celle des démagogues, conduits uniquement par l'enjeu électoral des européennes de l'an prochain et conduits par leur opinion publique respective. Comme toujours avec la construction européenne, on trouve une issue, Antoine, qui est toujours un point d'équilibre. La seule différence, année après année, sur cette question migratoire, c'est que le point d'équilibre est toujours un peu plus à droite, toujours un peu plus autour du repli et de la peur de l'autre.
Merci Ludovic Piétenu. On parle de cette note diplomatique qui n'est pas sans rapport de l'ambassadeur de France à Budapest, qui est en date du 18 juin dernier et qui est révélée ce matin par Mediapart. Elle pourrait faire un certain bruit puisque l'ambassadeur de France s'appelle Éric Fournier, développe une analyse assez personnelle de la situation. Il assure que les dérives populistes du gouvernement Orban sont finalement une invention médiatique et que la Hongrie constitue en tout cas, je cite, un modèle qui a su anticiper ces problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux. Correspondance à Budapest de Florence Labruyère. Selon l'ambassadeur de France à Budapest, c'est à tort que la presse française et anglo-saxonne qualifie Viktor Orban de populiste. Ce sont des fantasmagories, affirme l'ambassadeur, qui ne dit pas un mot sur le démantèlement de la démocratie par Viktor Orban. Pas un mot sur les lois récemment votées qui permettent de mettre en prison les personnes assistant des réfugiés, ou sur la réforme judiciaire qui sape l'indépendance de la justice, ou encore sur les médias publics transformés en machines de propagande au service du parti au pouvoir. L'ambassadeur souligne que Viktor Orban a été réélu pour la 3e fois par les 2/3 des Hongrois. C'est une société tout entière qui a confirmé l'équipe au pouvoir, dit le diplomate. Mais il oublie que le scrutin était largement faussé. Le parti de Viktor Orban a transporté par bus des milliers de Hongrois habitant dans les pays voisins pour voter en Hongrie. Et des dizaines de milliers de votes ont été attribués à des partis politiques bidons autorisés par la commission électorale. De plus, la campagne lancée par Viktor Orban contre le milliardaire George Soros, qui est d'origine juive, n'est pas antisémite, selon le diplomate. C'est un fantasme de journalistes étrangers. L'ambassadeur conclut en affirmant que le véritable antisémitisme moderne est le fait des musulmans de France et d'Allemagne. Le Quai d'Orsay a sèchement rappelé le diplomate à l'ordre. Sa note est en tout cas aux antipodes des déclarations du président français. Emmanuel Macron a en effet critiqué à plusieurs reprises le régime autoritaire de Viktor Orban. Les Mexicains votent ce dimanche pour élire leur président. Le candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador fait figure de favori face au parti traditionnel. C'est sa 3e tentative pour ce vétéran de la gauche. Il a 64 ans, que l'on surnomme AMLO, du nom donc de ses initiales. Et cette tentative pourrait être la bonne, puisque s'achève cette présidence d'Enrique Peña Nieto qui a échoué, en tout cas à endiguer la violence. Un total de 133 hommes politiques ont été tués depuis le début de la campagne électorale au Mexique. Au Brésil, des élections générales vont avoir lieu en octobre prochain. Comme dans tous les pays, la campagne est, on peut dire, parasitée par de nombreuses rumeurs. Il y a 24 médias, dont l'AFP, qui ont uni leurs forces pour tenter de lutter contre les fausses informations qui envahissent donc Internet et les réseaux sociaux. Baptisé Comprova, donc prouvé en portugais, projet collaboratif de vérification de ces rumeurs, des informations pour regrouper ainsi et s'intéresser aux informations qui ont déjà été partagées et qui sont potentiellement virales, notamment avec la technologie mobile. Christine Monclar. Oui, en particulier en direction des 120 millions d'utilisateurs de l'application WhatsApp au Brésil. Un compte dédié sera ouvert pour recueillir les alertes du public et les journalistes de Comprovar partageront ensuite leur vérification dès que 3 médias au moins sur les 24 du réseau seront tombés d'accord pour démentir une rumeur. C'est un projet d'envergure, donc, à la mesure d'une situation critique. D'après la BBC Brésil, 92% des Brésiliens sont assez ou très inquiets de la propagation de ces fake news, ce qui en fait le pays au monde le plus concerné par ce problème. Alors bien sûr, le contexte politique chaotique du Brésil favorise cette désorientation générale. L'État tente bien de mettre en place des outils, par exemple un conseil de l'Internet et des élections qui associerait la police, la justice et même l'armée. Mais l'ensemble sonne mal dans cette ancienne dictature militaire. Les défenseurs d'un Internet libre dénoncent d'ores et déjà une censure, alors qu'il faudrait plutôt s'attaquer, selon eux, à la concentration des médias et à leur liaison dangereuse avec tous les pouvoirs. Alors ce réseau Comprovar reste un réseau de journalistes qui sera certainement accusé de verticalité, alors que l'heure est plutôt au partage des rôles. En tout cas, ce genre d'initiative au Brésil ne gêne pas que les militants de la libre parole. L'extrême droite accuse directement le système de vouloir étrangler la droite avec des fake news émanant donc de la gauche. Dit en substance, le candidat d'extrême droite à la présidentielle, il est aujourd'hui justement en tête des intentions de vote pour le scrutin d'octobre, selon un dernier sondage relayé pourtant par des médias du système. Merci Christine Monclar. La dimension économique et financière des menaces environnementales. La Banque mondiale publie un rapport dans lequel elle alerte sur les effets dévastateurs du changement climatique sur les économies, en particulier l'économie indienne dans les années à venir. L'Inde, c'est, on le sait, le 2e pays le plus peuplé au monde, 3e
émetteur mondial de gaz à effet de serre qui subit déjà fortement les effets du réchauffement climatique sur ces terres. Les zones entières du pays sont en fait affectées, pourraient être même désertées demain et ça pourrait évidemment finalement coûter très cher, Véronique Roberotte, à l'économie indienne. Absolument. L'Inde, poids lourd économique, une croissance moyenne de 7% depuis 20 ans, poids lourd démographique, toujours en quête de plus d'énergie fossile pour l'instant, devrait payer cher donc à l'avenir les effets du réchauffement climatique. Réchauffement dont l'Inde d'ailleurs n'est pas historiquement responsable et le pays d'ailleurs a mis du temps à s'engager à son tour dans la lutte contre ce réchauffement dans son développement économique de pays émergents. Ils sont là depuis quelques années, les effets du réchauffement en Inde, montée des océans et érosion des côtes, fonte des glaciers indiens, capitale ultra polluée, on le sait, assèchement des terres agricoles. Le pays sort d'une canicule d'ailleurs longue de 2 mois, avec un record de consommation d'électricité à des lits dus à l'utilisation de la climatisation. Alors ces phénomènes touchent les populations les plus pauvres, comme le souligne la Banque mondiale, 600 millions de personnes, soit la moitié de la population qui vit à l'intérieur des terres. D'ici 2050, eh bien, des régions entières pourraient devenir invivables. Et la Banque mondiale avance un chiffre, une chute de 2,8% du PIB, soit, et ça monte très très vite avec l'Inde, 1 trilliard de dollars par an, 1000 milliards de milliards de richesses en moins produites par le pays. Avec cette certitude aussi, ce sont les populations les plus pauvres qui vont subir cette diminution. Elles ne bénéficient déjà pas de la croissance économique indienne et elles demain quitteront leurs terres pour s'entasser dans des villes déjà surpeuplées et devenir peut-être un jour des réfugiés climatiques. À leur tour, on revient au début du journal. Merci Véronique Roberotte. 12h47, la SNCF annonce que 80 à 100% des TGV vont être assurés lors du premier grand départ en vacances, donc le week-end du 6 et 7 juillet, alors qu'un appel à la grève a été lancé ces jours-ci par la CGT et par Sudrail. Raphaël Picard, donc la directrice SNCF Voyage, annonce en effet que 100% de ces TGV rouleront en tout cas de Paris pour Nice, Marseille, Montpellier et Noirmoutier, d'où partira le Tour de France. La dette publique de la France est en nette hausse par rapport à la fin 2017. Elle s'est établie à 2255 milliards d'euros au premier trimestre. Ça fait 97,6% du PIB. Un chiffre de l'INSEE rapporté à la richesse nationale. Cette dette de l'ensemble donc des administrations publiques, mesurée selon les critères de Maastricht, s'est accrue de près de 40 milliards par rapport au trimestre précédent, quand elle ne représentait que 96,8%. Catherine Pétillon, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, des comptes publics qui se redressent, on dit que notamment le budget, ça s'améliore, on rentre dans les clous de Maastricht, et voilà que la dette, ça s'aggrave. Pour quelle raison ? Alors en résumé, parce que nous faisons toujours des déficits. Seuls les excédents publics permettraient de rembourser la dette. Or, nous en sommes loin. Même s'ils sont en baisse, les déficits sont toujours là. Du coup, c'est mécanique. Tant que les comptes publics sont dans le rouge, la dette continue d'augmenter. 66 milliards de plus en 2016. Pourtant, c'est vrai, ce chiffre baisse. Il était de 77 milliards en 2015, 84 en 2014. Une amélioration due à la baisse des dépenses publiques. Depuis 2008, les pays européens se sont engagés dans des trajectoires de redressement financier. Et en France, l'an dernier, le déficit est passé à 2,6% du PIB. C'est la première fois en 10 ans qu'il descend sous la barre des 3%, chiffre autour duquel le gouvernement a articulé sa politique budgétaire. Alors pourquoi, alors qu'on réduit les dépenses publiques, continue-t-on à créer du déficit ? Pour le comprendre, il faut certes regarder quelles dépenses on fait, mais aussi l'argent que l'on collecte. Et si demain on baisse les recettes de l'État pour agir sur le déficit, il faudrait réduire encore plus les dépenses publiques. Or, c'est ce qui pourrait se profiler dans les années à venir, avec l'effet de réformes qui sont autant de ressources en moins, à savoir la suppression d'impôts comme la taxe d'habitation ou l'impôt sur la fortune, ou encore certaines incitations en faveur des entreprises, par exemple la réforme annoncée des seuils sociaux, réforme qui impliquerait une baisse des cotisations payées par les entreprises. Si l'on dépense moins, mais que l'on collecte moins d'argent, il n'y a pas de raison que le déficit bouge, là encore, c'est mécanique. Merci Catherine Pétillon. Le Premier ministre Édouard Philippe déclare ce matin accepter l'impopularité liée à la réduction à partir de dimanche. Ce dimanche, donc de 90 à 80 de la vitesse sur les routes secondaires. En déplacement à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il a pris l'exemple du périphérique parisien où la vitesse a été abaissée de 80 à 70%, ce qui a permis selon lui de réduire de 18% le nombre d'accidents tout en améliorant la fluidité du trafic. L'objectif, dit-il, n'est pas d'emmerder le monde.
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes appelle à une prise de conscience ce matin sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical des femmes. L'ampleur des témoignages révèle qu'il ne s'agit pas de faits isolés. C'est ce que révèle ce rapport remis aujourd'hui à la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui l'avait commandé l'été dernier pour, avait-elle dit, objectiver ce phénomène. Eh bien, l'objectivation, Tara Schlegel, est assez édifiante. Oui, Antoine, des témoignages innombrables, édifiants, mais le Haut Conseil reconnaît aussi qu'on manque de chiffres justement pour objectiver ce phénomène. D'ailleurs, c'est sa première recommandation, réaliser, ce serait inédit, une enquête de santé publique pour connaître le suivi gynécologique des femmes, fréquence des consultations, nature des examens, mais surtout satisfaction des patientes. A-t-on demandé leur consentement avant une palpation des seins, un examen vaginal et, bien sûr, ont-elles éventuellement subi des violences sexistes? Le rapport recense à ce propos 6 types d'actes sexistes traumatisants. Ça va des agressions caractérisées, 48 plaintes examinées par l'Ordre des médecins tout de même en 2016, à la non prise en compte de la gêne des patientes lors d'une consultation ou à des jugements sur le physique, la sexualité. Exemple d'un témoignage qu'on trouve aujourd'hui sur Paye ton gynéco, une femme de 23 ans pendant l'échographie. Oh là là, quel joli ovule tu as. Attention à ne pas trop faire boum boum, toi. Rien qu'à sentir l'odeur du sperme, tu tomberais enceinte. Fermez les guillemets. No comment. Il y a aussi des actes exercés sans consentement ou le refus d'acte qui n'est pas justifié. Autre exemple du rapport, quand il refuse de te donner un calmant lors d'une IVG pour que, entre guillemets, tu retiennes la leçon. Ou enfin, quand un obstétricien pratique une épisiotomie sans avoir informé la patiente. C'est ce qui arrive dans 1 cas sur 2, dit encore une autre étude. Merci Tara Schlegel. Le temps va connaître peu de changements et sera généralement donc bien ensoleillé. Attention, un pic de chaleur attendu en France ce week-end. Annonciateur d'un été plus chaud, paraît-il, que les normales saisonnières dans la moitié nord du pays. En tout cas, les prévisionnistes de Météo France estiment que les températures entre 32 et 37 degrés peuvent être attendues ce week-end et pourraient conduire à des épisodes caniculaires localement sur la région lyonnaise. Voilà donc pour cette dernière météo. Il aura fallu attendre tout ce temps pour vous nous annoncer des températures clémentes, Antoine Mercier. C'était donc votre dernier journal, le dernier journal d'Antoine Mercier sur France Culture. Mais, non. Sa carrière n'est pour autant pas terminée, Stéphane Robert. Non, figurez-vous qu'Antoine Mercier n'en a pas terminé avec le journalisme et la présentation de journaux d'information. Il a décidé de se reconvertir. Et devinez quoi? Il a postulé à BFM TV. Et pour ça, nous l'avons coaché, ou plutôt Yacine Bouzard, qui a réalisé ce journal de 12h30, a coaché Antoine Mercier. Écoutez. Quand tu veux. Eh bien, quand tu veux, ça tourne. Le président américain Barack Obama officialisera aujourd'hui le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Depuis 1977, les deux pays, séparés seulement par le détroit de Floride... Non, c'est pas bon ça. Quoi, c'est pas bon, c'est trop mou, il manque des phrases chocs. Ok, on y va. Barack et Castro, ils ont fait à Miami, ça s'était pas vu depuis un max de temps, ils vont rouvrir leur résidence... Attends, Antoine. Ouais. On va mettre de la musique. Ah d'accord. Barack et Castro, ils ont fait à Miami, ça s'était pas vu depuis un max de temps. Ils vont rouvrir leur résidence et il y aura sous peu du Big Mac à La Havane. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça. Nous ne doutons pas que la candidature d'Antoine Mercier sera retenue compte tenu du talent qu'il a démontré là. Réponse attendue d'ici quelques jours. En attendant, il faut vous dire l'idée qui l'a guidé et l'a conduit à postuler parce qu'évidemment, avec Antoine Mercier, il y a toujours une idée. Et l'idée est de revenir à l'essentiel, à l'essence même de l'information, à l'épure. Pas besoin de digression, ni d'explication, ni de temps pour exprimer ce qu'on a dans la tête. Antoine s'en est rendu compte tard, mais il s'en est rendu compte. Alors il vous faudra peut-être encore un peu d'entraînement, Antoine, mais n'en doutons pas, d'ici quelques semaines, vous serez prêt à basculer vers les nouveaux médias et à vous insérer dans le nouveau monde de l'information. Eh ben, dites donc. Est-ce que Sandrine Trainer, directrice de France Culture, nous a rejoint dans ce studio? Il faudra quand même peut-être expliquer aux patrons de BFM Télé quels journalistes ils embauchent et quel type de journal ils surtout vont lui abordable, faire. hein. Ouais. Et oui, parce qu'il y a le journal, et le journal, cher Antoine Mercier, est un journal. Le journal d'Antoine Mercier, un ton, une voix, ça c'est évident, cela va sans dire. Une écriture, ça l'est moins, c'est important de le dire. Un style, une maîtrise des tropismes, les pensées critiques, les pensées de la crise, les pensées de la religion, ça devient intéressant. Une personnalité, un rapport parfois critique à ce que l'on appelle généralement l'actualité. Une distance, comme dans la vie. Les penseurs d'abord, une vraie admiration. Certains particulièrement, ils se reconnaîtront.
La poursuite de la discussion ensuite dans le couloir, un bon moment. Antoine qui entre dans le bureau. Si vous avez une minute, qui devient beaucoup plus, Antoine Mercier discute, tourne et retourne les arguments, repart sans conclure parce qu'il n'a plus le temps. Une inquiétude et une pensée en elle-même qui s'est faite journalisme, question dans le journal, qui a pris en charge les questions des auditeurs sur l'actualité, les logs, anthropologues, sociologues, politologues, mais pas météorologues, le goût de la théorie. Je suis là, cher Antoine Mercier, pour témoigner de la reconnaissance de toute une maison, d'une rédaction pour laquelle vous avez été et resté donc une référence. C'est le principe des références. Reconnaissance d'une direction, de la rédaction, Frédéric Barrère, Clotilde Dumetz. Merci d'avoir créé avec Caroline Brouet, puis avec Olivia Gesbert, cette tranche de culture, d'information et d'idées. Chef d'orchestre, vous avez joué maestro avec talent. Des musiciens, nos journalistes, ceux sans lesquels la musique n'est pas bonne et vice-versa, sans lesquels vous n'auriez pas été aussi bon. À vous, je souhaite le meilleur. Vous êtes jeune, Antoine Mercier, vous aurez beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses, lire, j'imagine, écrire, parler, ailleurs, autrement. Et à cette rédaction rassemblée dans ce studio autour de vous, à cette rédaction qui va poursuivre son travail d'informer à 12h30, je souhaite également le meilleur parce que ce départ que vous avez voulu aujourd'hui sera pour eux, et je le sais, comme une altération de leur paysage quotidien et une certaine lumière en moins. Je leur fais toute confiance pour reprendre le flambeau et particulièrement à votre successeur Thomas Cluzel qui sera, Olivia Gesbert, votre nouveau camarade, au nom également de toutes nos auditrices, de tous nos auditeurs, en mon nom, Antoine. Merci. Merci beaucoup Antoine. Bon, je vous remercie beaucoup vraiment de cet hommage. Je remercie tous ceux qui sont là. Je voudrais quand même aussi saluer chaleureusement les auditeurs qui étaient là régulièrement à cette heure, parce qu'on a l'habitude de remercier les auditeurs pour leur écoute. Ça ne me paraît pas forcément le terme approprié, puisqu'en principe, les auditeurs qui nous suivent l'ont choisi. Et donc, je voudrais simplement dire qu'honorer ce choix au jour le jour, ça a été toujours mon premier souci, en tentant donc de rendre compte le plus honnêtement possible des affaires du monde, pour que peut-être ils puissent devenir meilleurs, car je crois qu'il faut avoir cette intention aussi pour faire un journal, c'est-à-dire de penser que le monde peut être transformé, et non pas seulement un monde qui s'imposerait et qu'on délivrerait comme ça, comme une chose donnée, comme un donné indépassable. Je tiens à remercier cette fois-ci, au sens plein du terme, l'assistant régulier de cette édition, Yacine Bouzard, qui se trouve en ce moment derrière la vitre du studio, qui fut pour la fabrication, la diffusion, un véritable alter ego, celui qui partageait avec moi le souci de toute chose, de la forme comme du fond. Merci évidemment aussi à tous les techniciens, aux artisans de la radio qui sont les premiers auditeurs, toujours aux aguets. Merci et au revoir donc à tous mes camarades de la rédaction. 17h, ce sera le magazine de la rédaction, La Chapelle, Goutte d'Or, Barbès, Le Paris des Oubliés, reportage Annabelle Grelier réalisé par Annie Brault, présenté par Aurélie Kiffer avec comme invité Anne Hidalgo, et le prochain journal sur France Culture, c'est à 18h avec Camille Magnard. The show must go on. La dernière partie de la grande table. Avec vous, et vous passez de questionneur à répondant pour cette dernière partie de la grande table. Antoine, un petit mot pour remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui en régie et dans ce studio. Il y a toutes les générations de France Culturiens qui sont là. Certains sont passés, sont repartis, sont revenus. Ça a été le cas un peu pour nous. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer pendant mes études de journalisme. J'ai fait mes débuts avec vous et je suis vraiment heureuse, Antoine Mercier, de terminer ce journal et mes études aujourd'hui, 15 ans plus tard, dans ce studio. Merci. Et d'avoir partagé ces 2 ans. Je vais changer de place alors. Vous allez changer de place. La dernière partie de la grande table, c'est tout de suite.